comment dire, c'est peut-être aussi l'occasion de témoigner d'un travail. Enfin, je vais parler des médias génératifs qui est principalement, qui était principalement l'enjeu de mon post-doctorat dans Arcane, donc sur 6 mois environ de travail l'année dernière. Donc je vais développer, je vais revenir en fait sur l'étude des médias génératifs aujourd'hui, en particulier en détaillant le concept d'authenticité qui était un petit peu au cœur des enjeux de cette étude. Donc je vais en parler. Mais avant cela, je voulais juste dire qu'effectivement, j'ai reçu un prix durant l'été dans la conférence SIGGRAPH aux États-Unis, donc à Denver. Conférence internationale sur les techniques interactives et l'infographie. Et donc ce prix était, je l'ai obtenu pour un papier, un article dans lequel je défendais justement un travail de recherche-création intitulé Critical Climate Machine. Donc, l'article étudie en fait la façon dont cette recherche-création explore la désinformation de façon visuelle et sonore à travers des algorithmes d'apprentissage automatique, donc des algorithmes d'IA. Je peux peut-être partager mon écran pour un tout petit peu illustrer la chose, et puis ensuite j'embrayerai sur les médias génératifs. Voilà, si vous me permettez. Alors, voilà, alors je voulais montrer la photo je pense que vous voyez mon écran là. Oui. Voilà, c'est cette remise du prix, donc du meilleur papier en art, hein, donc dans SIGGRAPH. Donc là, aux côtés de August Black, qui était donc le chair de ces art paper. Et donc, en 2 mots, donc Critical Climate Machine, c'est un projet qui entend. Excuse-moi, je t'arrête, Oui, Gaëtan, parce qu'on voit tes notes de conférencier. Si tu oui, peux oui, présenter c'est. en mode présentateur ou en tout cas élargir pour qu'on ait plein écran Oui. de ce que tu nous présentes et non pas des slides sur le côté. Puis, Ah, d'accord. Oui, oui, je vois. D'accord. Bien sûr. Alors, attendez. Voilà. Euh, voilà. Oui. Voilà. Donc, en 2 mots, c'est un travail qui entend quantifier et révéler la désinformation sur le réchauffement climatique à partir d'analyses sur le réseau social Twitter. Euh, c'est une installation qui est faite d'un objet sculptural, on va dire, et numérique, et puis d'une installation sonore qui fait apparaître des débats contradictoires sur le climat à travers justement un traitement algorithmique et génératif. Donc le papier, lui, en fait, il y a 2 points importants sur lequel je conclus, qui est premièrement que aujourd'hui, on a besoin de penser des dispositifs de remédiation de l'information sur le climat. Il faut penser des cadres de médiation et de remédiation sur le climat. Donc, ce projet en est un exemple, je dirais. Je parle pas. Enfin, il y a d'autres. Il y a des sous-parties du projet dont je n'ai pas le temps de parler ici, notamment le jeu de la réfutation. Euh, et puis la deuxième conclusion importante, c'est finalement une idée, un principe qui est de penser l'apprentissage automatique non pas comme façon d'automatiser la créativité, qui est une tendance aujourd'hui des recherches dans ce domaine du point de vue des arts ou du design, mais il s'agit davantage euh, contre l'automatisation ou dans une dialectique de l'automatisation, de penser davantage la façon dont on interagit, dont des interactions peuvent être pensées avec des modèles d'apprentissage automatique. Euh, et également, un des enjeux, une des perspectives fortes, c'est aussi de porter des recherches sur les données, sur la data euh, en tant que point de départ et comme sujet de réflexion pour penser l'implication des médias
de l'apprentissage automatique. Donc, j'en reparlerai un petit peu justement maintenant sur la partie qui nous intéresse davantage, c'est-à-dire un discours sur les médias génératifs et leur régime d'authenticité. Alors, je vais arrêter le partage, c'était simplement pour illustrer ce prix et ce nouvel article. Alors, en fait, je suis ravi aussi de pouvoir vous parler aujourd'hui pour présenter, pour revenir sur un article qui est toujours en cours d'écriture, donc, dont le titre est Médias génératifs et régime d'authenticité, une étude de cas. Donc, il s'agit de revenir sur la structure et le corps de cet article. L'enjeu principal de ce travail, euh, finalement, repose sur une, comment dire, une question importante qui est, au fond, comment envisager l'historicisation ou l'explicabilité des images artificielles génératives? Comment les décrire, par exemple? Comment caractériser les régimes d'authenticité de ces médias génératifs, si on peut le caractériser? Donc ça, ce sont vraiment les questions de départ. Évidemment, il y a tout un tas d'auteurs, Lev Manovitch, Sofia Naudry, qui ont brossé, qui ont travaillé sur ce sujet. Mais, comment dire, du point de vue du phénomène de la désinformation en ligne, une philosophie technique articulée à une compréhension esthétique des objets, bah, reste en fait à approfondir. Donc c'est l'idée de l'article, c'est l'idée de ce travail, c'est d'aller plus loin en étudiant plus précisément justement des œuvres, des documents pour faire apparaître, pour tenter de caractériser ces régimes d'authenticité. Alors, le retour sur ce travail, c'est déjà une tentative de mieux définir le terme d'authenticité, qui est chargé de sens, bien sûr. Il peut être compris à la lumière des écrits de Walter Benjamin, évidemment, mais il faut rappeler d'abord qu'il comprend deux significations bien distinctes, c'est-à-dire d'une part la question de l'origine ou de la paternité, d'où vient l'œuvre, d'où vient le document, euh, et puis d'autre part ce qui fait autorité. Hein. Donc il y a origine, originalité on pourrait presque dire, et autorité dans le sens là de la conformité, de ce qui se conforme à l'original. Donc là je reprends une définition conventionnelle, commune du terme. Pour revenir sur le sens donné à Benjamin, j'ai compris que c'était un sens un petit peu... euh, le sens est complexe, le sens donné par Benjamin à ce terme fluctue et renvoie davantage à la reproductibilité technique, comme on sait, et à une philosophie de l'aura de l'art. Alors, euh, comment dire, aura ou ce terme d'authenticité chez Benjamin est controversé. Donc, il y a des articles, notamment il y a un article de Bruno Latour sur le sujet qui revient sur euh, des erreurs, on va dire, de logique quant à la façon dont Benjamin euh, explicite le terme. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans une ère marquée par l'hypermédiatisation, la reproductibilité technique des images, en fait, semble finalement participer d'une diversité de processus de création originaux. Donc, je pense par exemple au sampling dans la création sonore, mais on peut penser aussi à un artiste ou à une œuvre comme celle de Nam June Paik, qui, agissant sur les tubes cathodiques, opérant directement sur l'appareil technique, modifie le flux des images et donc produit une œuvre originale qui se dégage d'ailleurs du contexte des médias de masse il fait œuvre. Donc le concept de Benjamin est un petit peu difficile à appliquer pour parler des productions de l'IA générative. En particulier, et ça c'est l'enjeu, je pense, de cette recherche, en particulier car les médias génératifs leur production s'appuie sur des masses de... Et donc même le terme même de reproduction peut être mis en cause. Alors, il y a des auteurs qui m'avaient été comment dire, un peu soufflé dans la révision du texte, notamment Ignace Kaplokas,
Et effectivement, dans un article qui s'appelle Work of Art in the Age of its AI Reproduction, il défend que l'image artificielle rend visible ce qui est sous-jacent dans la société contemporaine, c'est-à-dire les interrelations récursives entre les données issues des multiples téléchargements issus de l'Internet et des interactions que nous effectuons nous-mêmes en ligne. Donc ces artefacts numériques, c'est ce qu'ils défendent, sont finalement, comment dire, révèlent notre vie contemporaine de façon singulière ou authentique, y compris d'ailleurs les multiples biais sociétaux inhérents aux données à partir desquelles l'IA apprend des choses sur le monde. Donc voilà, donc on voit que enfin, ce que je cherchais à faire, c'est de quitter en fait le principe benjaminien de la reproductibilité technique, euh, qui paraît finalement inopérant, euh, surtout du point de vue de l'ère des cultures de l'Internet. Alors, j'ai cherché des alternatives. Voilà. Euh, les médias génératifs et leurs effets sont inextricablement liés à la circulation de l'information sur les réseaux sociaux. Pour être entraîné, premièrement, pour être entraîné, les modèles d'IA ont besoin d'une quantité de données sans précédent, je l'ai déjà dit. Ce n'est possible que dans une époque technique de l'Internet qui est ouverte au moissonnage de l'information en masse. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le scraping en anglais. C'est une collecte de données à grande échelle qui s'est progressivement structurée au gré des poussées techniques dans la recherche sur l'apprentissage profond. Et puis, deuxièmement, la circulation et la réception des médias génératifs ne peut être dissociée de la façon dont ceux-ci sont propagés à travers des systèmes algorithmiques des réseaux sociaux. Alors, dans un ouvrage récent, deux auteurs, donc Anthony Glynn Burton et Wendy Hui Kyong, proposent les termes d'authenticité algorithmique comme alternative pour analyser la mésinformation contemporaine et affirmant que les utilisateurs, les faits et les vérités sont définis, validés et authentifiés par les réseaux avec lesquels ils interagissent et au sein desquels ils existent. Euh, D'autre part, ces auteurs sont critiques disons, du solutionnisme inhérent aux pratiques de fact-checking et ils visent une Bon. épreuve. Voilà, ils caractérisent. Redire, s'il te plaît, Fabien, Ouais, Gaëtan, on t'a juste perdu une dizaine de secondes. Peux-tu juste revenir Ah, 10 secondes en arrière? Tu voyageais dans le temps de 10 secondes. pardon, ok, je reviens au terme d'authenticité algorithmique Oui, 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 oui. qui est défendu qui sont défendus donc par Anthony Glynn Burton et Wendy Hui Kyong. Euh, donc c'est une alternative, disons, qu'ils proposent pour analyser la mésinformation contemporaine. Ils affirment que donc les utilisateurs, les faits et les vérités sont définis, validés et authentifiés par les réseaux avec lesquels ils interagissent et au sein desquels ils existent. Donc ces auteurs, ils sont aussi critiques finalement du solutionnisme inhérent aux pratiques de fact-checking et ils visent une recherche sur les relations entre médias et preuves et donc, il caractérise finalement par là un régime d'authenticité algorithmique fait d'opérations produites au sein des réseaux sociaux eux-mêmes. Alors, donc, l'inscription des médias génératifs dans les réseaux, ça me paraît évident maintenant, c'est une perspective importante pour mieux comprendre le cadre donc, à travers lequel ces médias paraissent, à travers lesquels ils circulent, mais pour mieux comprendre leur régime d'authenticité propre, donc là je parle vraiment d'originalité et d'autorité, hein, je me défais du concept benjaminien, donc pour mieux comprendre leur régime d'authenticité en relation avec leur nature technique, notre enquête, enfin l'étude en fait hein, que j'ai conduite dans ce postdoc, porte premièrement, tout d'abord, sur un ensemble de médias ou d'œuvres symptomatiques ou
justement l'authenticité sera évaluée, sera vue, pensée, interprétée euh, en relation avec des modèles, les modèles d'intelligence artificielle eux-mêmes et les ensembles de données sources à partir desquels ces modèles ont été formés. Voilà, donc cette perspective, cette recherche, elle poursuit les travaux de Kaplokas, dont j'ai parlé un petit peu avant, qui critiquait déjà le concept d'authenticité bényaminien, et aussi sur Martin Schelzinger. Donc on le verra, j'en parlerai peut-être après. Et donc, il s'agit de faire le jour dans ce travail sur l'authenticité ou l'inauthenticité, ça c'était dans des hypothèses de départ, l'authenticité computationnelle de ces images. Donc, en allant justement, en tentant de décrire ce qui se calcule et donc ce qui se fabrique dans ces images. Alors, je vais peut-être, vu que le temps passe, je vais peut-être passer un petit peu outre la définition, enfin, la caractérisation de l'étude. Je vais en tout cas je vais essayer de la résumer le plus possible. Donc, Peut-être les 15 minutes. 15 minutes, d'accord. Alors, je vais quand même essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui est étudié. Euh, comment dire? Donc, déjà, étudier les médias génératifs, en fait, est disons un type de recherche nouveau. Donc, il y a beaucoup de travaux critiques ou expérimentaux sur les IA génératives, bien sûr, mais étudier systématiquement les médias du point de vue de leur réception reste un champ pionnier. Donc, ce que je résume ici comporte en fait, enfin, c'est une collection de près de 70 œuvres, documents, modèles ou ensembles de données qui sont compris comme des unités, en fait, hein. Un ensemble de données, en fait, c'est un document de l'étude et qui s'étale de 2016 à 2023 euh, et représentant des productions, des artefacts contemporains dans ce domaine. Ils sont aussi catégorisés et liés par un ensemble de concepts adaptés. Et donc, les œuvres sont de nature diverse. Donc, il y a des œuvres visuelles ou des œuvres sonores, des documents vidéo ou même encore des services en ligne. Donc, tout ce matériel, on peut le retrouver d'ailleurs dans un rapport en ligne sur le site d'Arcan. Donc, le trait commun de ces divers médias, c'est l'utilisation d'algorithmes génératifs, du deep learning, de l'apprentissage profond, ou d'algorithmes d'analyse de données. Voilà, donc c'est des médias qui sont comment dire, révélés parce qu'ils sont, enfin, qui sont inclus parce qu'ils sont souvent problématiques, parce qu'ils peuvent ou ils révèlent des puissances du faux. C'était entendu aussi à partir des travaux de René Bourassa et Jean-Marc Larusse sur ce sujet. Euh, et donc, voilà, il s'agissait de porter une attention bien particulière sur des productions médiatiques qui non seulement défient les régimes d'authenticité établis, mais aussi révèlent des biais algorithmiques ou encore remettent en jeu l'autorité des médias historiques, de médias historiques tels que la photographie. Voilà, alors j'y reviendrai peut-être. Donc voilà, je pense que euh, avoir à peu près résumé ce que contient l'étude. Peut-être aussi techniquement, c'est intéressant de savoir que cette étude elle a été faite sur la base de données sémantiques ouvertes en linked open data. Et donc, ces données sont publiées en ligne, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le site du groupe Arcan. Alors, ce que je voudrais faire, c'est apporter la partie discussion. Quelle discussion, en fait, cette étude a entraîné et quels problèmes, en fait, elle a révélé. Euh, alors, comme le suggère Sabine Sustrunk, pardon, qui est en fait directrice de recherche en informatique des images dans un institut en Suisse. Donc, j'ai relevé en fait dans un récent interview qu'elle produit avec une historienne de la photographie qui s'appelle donc Estelle Blaschke et une artiste Armin Linke
Donc, c'est dans ce document que j'ai relevé les propos donc, de Sabine Sustrunk. Et elle propose, enfin, elle formule un doute sur la véracité des images et qui peut servir de constat de départ pour examiner justement la photographie contemporaine. Donc, je lis en quelques lignes son propos. Mais c'est ça le truc, vous savez, qu'est-ce que c'est un deepfake? Ou est-ce que ce n'est pas un deepfake? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Un portrait artificiellement généré est en tout cas un deepfake, mais une photo de moi avec un nouveau rouge à lèvres ou de nouvelles lunettes, est-ce un deepfake? D'un côté, oui, ce ne sont pas mes lunettes et je ne porte jamais de rouge à lèvres. Cela devient donc problématique. Je pense que la société a appris que les fakes existent, mais nous ne savons pas encore ce que nous faisons de cette connaissance. Voilà. Donc pour elle, pour Sustrunk, plutôt que d'établir des distinctions formelles entre le vrai et le faux, il serait nécessaire en réalité de comprendre les rapports entre documents photographiques et trucage du point de vue d'un examen des modalités de production de l'image, c'est-à-dire depuis son infrastructure, depuis l'infrastructure de l'image. Or, les médias génératifs sont aussi des médias computationnels, c'est-à-dire produits de calcul. Comment alors penser l'authenticité de ces images? Donc, pour répondre à cette question précise, j'ai abordé trois points de vue, donc, qui sont le point de vue computationnel, je vais pouvoir en parler. Euh, Deuxième point de vue, qui est celui de la description, qui est un problème lié à la façon dont on peut décrire ces médias. Et puis, troisième problème, c'est plutôt un problème lié aux pratiques de journalisme. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout voir, mais je voudrais au moins voir les deux premiers. Le point de vue computationnel euh, part aussi d'un propos de cette même chercheur euh, qui dit qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, tout est basé sur des informations réelles, c'est juste calculé. Alors, quand on entend ça, on est un petit peu embêté. Euh, cette assertion, elle reflète une des difficultés qui se présentent justement pour interpréter les médias génératifs, puisqu'ils sont calculés. Donc, aussi faux soit-il, un deepfake exploite une information numérique qui prend racine dans des observations d'informatique. Une observation désigne un élément dans un ensemble de données dont la valeur est celle d'être une référence, c'est-à-dire qu'un modèle a des références de départ qui sont ces observations. Elles servent de point de départ, pardon, pour la formation du modèle. Et en langue anglaise, on utilise le terme de ground truth ou vérité de terrain. Donc, elles peuvent être d'ordre divers. Hein. Elles peuvent être des prises de vue, des rushs vidéo, des images de l'Internet, des données synthétiques aussi. Et donc, du point de vue du calcul, l'image qui est générée par une IA est le résultat d'une inférence. Donc, elle est faite en fonction d'un modèle statistique formé sur des observations. Donc, en fait, l'image, par conséquent, l'image générique ne nous renseigne pas tant sur son authenticité, son origine ou son autorité que sur sa référence à un ensemble d'observations préalables qui sont captées dans le réel ou qui sont encore qui sont construites. Donc, si, pour aller un petit peu plus loin, c'est la distance entre la nouvelle image et son référent qui est mesurable. Et l'image calculée n'en demeure pas moins vraie. Donc là, on rejoint quelque part l'observation de départ, euh, c'est-à-dire tout est basé sur des informations réelles. C'est juste calculé. Alors, ceci recoupe les travaux de Martin Scherzinger, dont la réflexion s'est centrée sur l'aspect computationnel de l'écosystème contemporain de l'information. Il s'appuie sur une critique du réalisme philosophique, avec une question un petit peu provocative aussi. Is fake information true data? Donc lui, il cherche dans le paradigme corrélationnel propre aux algorithmes de l'apprentissage automatique un diagnostic technique au cœur du règne de la désinformation. Donc le paradigme corrélationnel, c'est-à-dire justement la nature statistique des modèles qui produisent les médias génératifs, doit être prise en compte. Donc
Alors, tout en souscrivant à cette approche systématique et intermédiale également de Scherzinger, ce que je propose pour aller un peu plus loin, c'est de poser la description en tant que problème pour mieux comprendre ce trouble inhérent aux médias génératifs. Alors, je vois que le temps passe, donc je pense que je vais aborder le problème de description et puis je conclurai. Oui, il te reste 5 minutes. Oui, Ouais, très bien. 5 minutes. Alors, en fait, pour parler de la description, du problème de description, je suis allé chercher dans la philosophie analytique de Nelson Goodman une discussion sur l'authentique et le fallacieux. Donc, dans Ways of Word Makings, il s'appuie sur le constat que plusieurs versions du monde peuvent coexister. Donc, ainsi, il propose une large réflexion sur les cadres de référence à travers lesquels une vérité peut être énoncée. Donc l'enjeu pour Goodman ne résiderait pas tant dans le fait de décrire le monde d'une façon vraie et unique, mais dans le fait de comparer différentes façons dont nous décrivons ce monde. Donc les implications sont vastes, mais ce que je voulais souligner, c'est plutôt la façon dont, selon Goodman, une vérité se produit systématiquement à partir d'un test. Donc dans notre étude des médias génératifs, cette proposition prend tout son sens. Comment en effet attester du régime d'authenticité d'un média ou d'une œuvre reposant sur un modèle génératif. Donc, dans l'étude, on retrouve trois cas qui prennent le principe de test comme point de départ pour examiner les modèles et leur production médiatique. Donc, alors, il y a un atelier qui s'appelle Machine Unlearning, auquel d'ailleurs René Bourassa a participé. C'était en 2023 au Frénois. Où il s'agissait de tester un modèle en tentant de le tromper, en fait. Donc, euh, le test permet, en fait, d'une certaine façon, une interaction avec le modèle et une sorte d'évaluation de sa production. Euh, donc ça, c'est un point important. Et puis, il y a une autre œuvre en ligne qui s'appelle Abstraction and Reasoning Corpus, que je vous invite à aller consulter, qui est référencé dans le rapport en ligne sur le site d'Arcan. Bref, ces travaux, ils mettent en avant le raisonnement et la programmation informatique comme une approche conceptuelle de la donnée, notamment, faisant directement écho à la proposition de Goodman. Alors, je vais conclure, je passe un petit peu sur le point de vue du journalisme, qui pose des questions sur les pratiques de fact-checking. Et je vais conclure. Alors voilà, donc c'était la question de départ, comment penser l'historicisation ou l'explicabilité des images artificielles. Dans l'hypothèse de départ, je proposais de voir les réseaux d'apprentissage profond comme des structures construites pour opérer sur l'authentique et l'inauthentique de façon par le calcul en fait. Mais on a vu que justement le point de vue computationnel disait un petit peu autre chose. Le traitement algorithmique des médias génératifs, c'est un traitement construit pour produire des nouvelles données à partir de données observables. Donc, un média génératif est une nouvelle donnée de ce point de vue-là. Donc, les modèles produisent des représentations des données observées au départ. Donc, en un sens, le modèle génératif peut être vu comme un site pour l'inscription des données observées dans une structure qui opère, OK? Autrement dit, le modèle génératif est à la fois un patrimoine et une mémoire informatique, une mémoire dans laquelle puiser et qu'on pourrait qualifier de probabiliste. Voilà. Et puis, j'espère avoir aussi montré que pour mieux comprendre les médias génératifs, il est nécessaire d'étudier les données d'entraînement elles-mêmes et la façon dont elles circulent à travers les pratiques culturelles contemporaines, que ce soit d'ailleurs dans l'art ou dans la production médiatique, dans un sens large. Voilà, alors il y a plusieurs problèmes qui en découlent. Comment étudier des grands ensembles de données et assimiler des savoirs adaptés pour cela. Et puis, comment dire, les ensembles de données sur lesquels les grands modèles génératifs sont
commerciaux sont entraînés sont habituellement fermés. Et donc là, il y a une obfuscation, il y a une invisibilité et un problème donc pour la connaissance. Voilà, donc il y a des perspectives qui s'ouvrent justement pour penser, pour étudier les modes de parution de ces données et des façons d'opérer sur elles. D'opérer sur elles. Voilà, donc j'espère que ça ouvrira sur davantage d'études sur les médias génératifs et puis donc de nouveaux projets de recherche en lien avec cette étude. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, merci Gaëtan, vraiment super intéressant. Donc, notamment tout ce travail que tu as fait sur la notion d'authenticité, qui était le point de départ de ta réflexion du doctorat, du post-doctorat, pardon, et où tu aboutis avec cette connexion que tu fais avec les travaux de Schrödinger également, cette notion d'authenticité algorithmique qui, je pense, qui est très, 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 très porteuse dans le contexte, comme tu nous parles aussi, que cette connexion avec les réseaux sociaux, avec toutes ces données qui nous viennent et qu'on fait presque sans être conscient à quel point ces données sont utilisées finalement, et tu le problématises, je pense, très bien. Alors, je vais laisser la parole. Est-ce que des gens aimeraient commenter? Fabien, peut-être, Jean-Marc aussi? Oui, Fabien? oui. Ah, déjà, merci Gaëtan, parce que tu as comment énoncé un certain nombre de notions, de thèmes, de concepts. Par exemple, effectivement, l'authenticité algorithmique qui m'inspire. Peut-être qu'on pourra faire des liens avec ce que je vais dire tout à l'heure. Moi, c'est moi qui t'ai soufflé la référence d'Igor Karpotska. Non, Capaskar, ouais, je crois. Oui, ouais. oui. J'aimerais t'entendre là-dessus. Donc, effectivement, il part effectivement, du concept d'aura de Walter Benjamin pour dire effectivement, il y a un problème avec ce concept-là pour parler de la création avec plein de guillemets algorithmique. Et lui, en fait, il revient sur l'idée en fait, les médias génératifs dont tu parles, c'est un art des big data. En fait, c'est une sorte d'émergence un peu spontanée de collage, de fragments, de différents corpus d'images. Enfin, je voulais simplement t'entendre comment tu le. Donc, cette référence t'a été utile et j'aimerais juste t'entendre un peu plus sur comment tu l'as mobilisé pour ta pensée, la nouvelle version de ton article. Est-ce que je peux avoir un petit peu un teasing de comment tu l'as mobilisé? Oui, ben, donc en fait, effectivement, c'est donc Ignace Kaplowkas, hein, donc Work of Art in the Age of its AI Reproduction, dans Philosophy and Social Criticism, donc un article récent hein, de 2023. Merci d'avoir soufflé hein, cet article. C'est un article très intéressant qui va un peu dans une suite d'articles que j'ai pu lire, justement, qui critique sur ce concept d'authenticité benjaminien à l'ère des médias, en fait. C'est-à-dire que finalement, assez curieusement, un certain mécontentement à travers ces différents articles que je pouvais lire surgissait quant à, enfin, le concept d'authenticité de Benjamin est difficilement opérant, quoi, en fait. C'est-à-dire, il est difficile d'en faire quelque chose dans le contexte actuel ou pour décrire, autrement dit, voilà, l'écosystème contemporain de l'information. Donc, je crois que c'est un constat, enfin, de façon différente, mais chez Martin Scherzinger, bon, lui, il va plutôt critiquer, comment dire, la philosophie réaliste et voilà, essayer de trouver une nouvelle façon de décrire euh, cette ère post-vérité. Voilà. Donc déjà, l'artiste de Kaplowkas, il se situe un petit peu euh, dans cet endroit, quoi. C'est-à-dire, il faut chercher des nouveaux outils conceptuels et philosophiques pour dire, en fait, ou décrire cette situation, en particulier pour ce qui concerne les médias. Euh, voilà. Ensuite, Kaplowkas, il est quand même nuancé. Il est un petit peu plus nuancé que moi, d'après ce que je comprends. Donc, il, il a une façon comment dire, il cherche des endroits où Benjamin peut nous aider.
euh, pour parler de l'IA et de la reproductibilité. Moi, je pense que le terme de reproductibilité ne peut plus s'appliquer dans le domaine des médias génératifs. Je pense que Lev Manovich avait déjà aussi soulevé ces problèmes-là dans d'autres articles. Donc moi, je pense que ça ne s'applique plus. Caplocas, en fait, continue à chercher, à tisser, à tresser un rapport avec l'appareil technique de la photographie et la description que Benjamin peut en faire. Voilà, donc c'est là où j'en suis, plutôt moi à chercher d'autres, voilà, à me détacher en fait de Benjamin. Et pourtant au début, j'étais convaincu que Benjamin allait m'aider beaucoup en fait dans le travail. Mais finalement, moins que ces auteurs qui ont euh, publié un ouvrage qui s'intitule donc Authenticité algorithmique et qui réfléchissent depuis l'Internet, depuis des études les études de l'Internet, la façon dont circulent finalement les médias et dont leur authentification, leur authenticité se produit à l'intérieur de ce cadre. Et ça, voilà, et ça m'a beaucoup intéressé et je pense que c'est assez incomplet. Hein, moi, je n'ai fait que relever leur travail, en fait. Hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi dans cette direction-là. Ok, merci. Oui, alors Jean-Marc, peut-être si tu as des commentaires, et tu nous dis, Gabriel, on est rendu à où au niveau du temps pour voir un peu combien de temps il nous reste avant Ah, l'intervention. j'avoue, j'avais juste calculé le temps de la... Mais là, théoriquement, il nous reste 15 minutes. Une quinzaine de minutes, oui, c'est ça, Ouais. c'est toujours le... Allez, s'il faut faire un temps commun, peut-être qu'il reste 5-10 minutes maximum, comme ça nous fait 5 le temps minutes, à la oui, fin, ouais. oui. Je vais en profiter là, avant les autres interventions pour vous dire que, comme vous le savez, je fais un retour sur le dispositif éditorial dit DICEM, hein, qui est maintenant en ligne. Comme vous savez, on a parlé dans d'autres rencontres. Et puis là, donc la conférence à la fois de Gaëtan et de Fabien va être publique très bientôt, sous peu. L'équipe y travaille. Et toutes les références citées par toi, Gaëtan, vont se retrouver justement en complément. Donc, tu pourras visionner aussi ta présentation, mais également les liens. Et Gabriel va communiquer avec toi pour que tu puisses nous donner toutes ces références absolument intéressantes qui vont venir en appui avec ta conférence. Donc, que tout le monde va pouvoir aussi aller voir très bientôt. On va essayer de publier tout ça une semaine. On se donne un délai d'une semaine pour les publications. Et puis en remerciant Gabrielle qui est bien présente, Maxime qui travaille là-dessus, et puis aussi, je vais le souligner, les deux étudiants de Gustave Eiffel que tu nous as recommandés. Donc, tu as animé aussi avec un cours, et puis ça donne des résultats que vous pouvez constater là. C'est un très, très, très bel effort. Donc, je me permets cette parenthèse pour vous parler de tout un travail qui se fait par les étudiants pour nous permettre justement de diffuser les conférences qu'on a au séminaire. Donc, voilà, ma parenthèse est terminée. Donc, peut-être, Jean-Marc, tu pourrais rebondir sur toutes les Oui, questions. oui, ben merci beaucoup. Moi aussi, je trouvais ça très stimulant, Gaëtan, et puis ça nous fait avancer dans la réflexion. Euh, j'aurais, en fait, c'est une toute petite, un tout petit commentaire et puis surtout une demande. Le commentaire, c'est que moi aussi, j'ai essayé d'utiliser Benjamin, mais en fait, Benjamin, il y a vraiment au départ cette vision de duel, en quelque sorte, de l'œuvre d'art d'un côté et de la reproductivité de Hmm. l'autre. Alors que là, enfin, je vois pas, on est dans une ère où il n'y a que reproductivité ou à peu près. Alors, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le concept fonctionne mal. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire et ce que tu en penses. L'autre chose, c'est, t'as cité un certain nombre d'auteurs qui m'intéressent beaucoup, mais est-ce que tu peux les mettre quelque part dans le chat par exemple, l'article dont tu parles de Igor Kaplokas, par Oui, exemple? Et puis Martin Scherzinger aussi, si tu peux les mettre dans Et le de chat. toute façon, comme, bien sûr. comme je- moi, Jean-Marc, comme je le disais,
quand vous allez visionner la conférence, vous pourrez faire la recherche Oui. de Gaëtan Robillard. Vous pouvez même faire la recherche directement. On a Oui. ajouté un petit outil, puis vous C'est allez parce que, avoir toutes les références. c'est parce que je prépare un article là, puis j'aimerais l'avoir lui. Vous n'aurez pas besoin de noter les articles rapides. On va Mais tout n'hésite pas à nous avoir. partager quand même si Oui. tu as le temps dans le chatroom. C'est vrai que Caplocage, j'essaie de le trouver depuis tout à l'heure. Je dois mal l'écrire. Oui, oui, absolument. Je vais les mettre dans le chat aussi, comme ça l'information sera ici et maintenant. D'accord. Le hic et le nunc. Donc oui, oui. Et oui, ben oui, non, mais je suis entièrement, je souscris totalement, hein, Jean-Marc, effectivement, à ce que tu viens de dire par rapport à Benjamin. Je crois que tu l'as résumé en quelques mots quand moi j'ai essayé de le dire, mais oui, c'est ça. Dans une ère où finalement la reproductibilité s'est généralisée, est devenue finalement notre milieu, le milieu médiatique de départ. Bon, il faut passer, il faut chercher un petit peu peut-être dans une autre direction. Mais en même temps, ce que j'essayais de défendre, c'est que la reproductibilité, c'est aussi un concept qui en tout cas oui, une idée qu'il faut peut-être aussi mettre de côté au moins un temps pour parler, pour trouver d'autres termes. Bon, le, Bon, et le monde des algorithmes et les espaces statistiques, des modèles sont autre chose que disent autre chose que la reproduction des images ou mettre, mettre en rapport les images et les référents entre eux d'une autre manière que la reproductibilité technique de Benjamin. Et ce rapport ou cette distance entre des images synthétiques et leurs référents, eh bien, voilà, il s'agit, enfin, moi, en tout cas, j'essayais de caractériser cela, quoi, en repointant, euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire l'origine d'une image dans un média génératif, quoi. Et je prétends pas y avoir parvenu à y parvenu de façon absolument définitive, mais voilà, c'est la direction de la recherche, ou en tout cas de l'article que je suis en train de terminer. Oui, alors, écoutez, je pense que cette question d'authenticité, comme tu la présentes, pourrait être mise de façon très intéressante avec les travaux de Bruno Bachimon, bien sûr, hein, qui a fait de l'authenticité un de ses concepts importants. Référence, encore une fois, qu'on va regrouper sur le site, et puis notamment, donc, l'article où tu as gagné un prix au SIGGRAPH, Gaëtan, qu'on aimerait beaucoup éditer avec ta présentation. Et puis, j'en profite pour te féliciter Merci, chaleureusement de ce prix. C'est quand même quelque merci chose. beaucoup. Le Oui. prix au SIGGRAPH, c'est quelque chose. Avec ton prix que tu as eu en Angleterre aussi, l'année dernière, en fait, autour de ton œuvre. Donc, voilà, on est très, très content de tout ça. Et puis, on va pouvoir avoir ces références sur le site et pas tout de suite parce qu'on est en train de l'éditorialiser, mais ça permet de dire justement que Fabien, Jean-Marc et moi, on travaille actuellement sur un livre, hein, qui va être publié en 2025, et puis où ton texte va être publié là. Donc, ça va être vraiment intéressant. Évidemment, dans le cadre de cet ouvrage, mais peut-être en avant-première, justement, sur le site d'Arcane, où tu pourras le voir. Oui. Alors j'ai compris que SIGGRAPH autorisait que les institutions voilà, de rattachement publient sur leur site l'article, donc il peut être diffusé. Et c'est vraiment Voilà, bien. donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors, on l'aura en première, je pense, et puis évidemment, affaire à suivre. On va vous parler un petit peu des suites de la publication sur laquelle on travaille actuellement et où tu vas figurer également. Alors, un grand merci, Merci. Gaëtan, ça a été vraiment intéressant, puis de voir aussi, je te dirais, depuis ton postdoc, toute l'avancée de la réflexion. On sent qu'il y a un processus qui se continue à se dérouler. Et puis, je t'en félicite vraiment. C'est tout à fait intéressant ce que tu nous as apporté aujourd'hui comme piste de réflexion, finalement. Alors, un grand merci. On va passer maintenant à Fabien, je pense. Alors, est-ce que, Fabien, on a besoin de te présenter, hein? Professeur à l'École des médias à l'UQAM, le Oui. fondateur du groupe Arcane, hein, participant à notre projet de recherche depuis ses débuts, hein, depuis 2020, en fait. Ouais, Et ouais. et puis voilà, et donc aujourd'hui, tu nous parles d'hallucination, Fabien. Aujourd'hui, je vous parle d'hallucination. Alors, je vais partager mon écran. Attendez.
Comment je fais ça déjà? Ah oui. Et alors, j'ai une, j'ai une vidéo, mais il n'y aura pas de son. Donc, s'il n'y a pas de son, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Euh, qui me demande des autorisations bizarres. OK. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Ah non, peut-être qu'il faut que je... C'était mieux. Oui, c'est mieux comme ça. On voit juste tes petites vignettes à côté, mais on est quand Ah oui, oui, c'est ça. Je partage. Ah, j'arrive. Je partage pas le bon écran. Attendez voir. Et oui, quand on a deux écrans, on se complique la vie. Mais alors, partager l'écran, je veux celui-ci. Voilà, maintenant ça va marcher. ce que Très ça bien. promet, ton écran, c'est très joli, ton image. Oui, Oui. qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous Oui, oui, voyez? oui, c'est très bien là. Oui, c'est Ok, parfait. super. Donc, écoutez, un peu à l'instar de Gaëtan, moi, je vais vous présenter l'article sur le chapitre sur lequel je travaille actuellement, qui sera dans le livre Arcane, là, publié en 2025, on l'espère. Donc, c'est assez, enfin, je dirais que c'est encore en préparation. Donc, l'idée, c'est aussi de susciter quelques discussions. Alors, en fait, moi, je me permets de revenir sur un concept qu'on peut dire qui fait un peu figure de clé de voûte du groupe Arcane que tu as beaucoup utilisé, René, au tout début. C'est le concept donc de puissance du faux. Donc qui est utilisé par un groupe de recherche. Alors je le mentionne parce que je vois des personnes peut-être qui connaissent pas trop le groupe Arcane. Je vois qu'il y a mon collègue Samuel qui est là. Donc, groupe Arcane qui analyse depuis sa création les stratégies et les processus de tromperie qui se déploient dans les arts trompeurs, mais aussi dans les médias sociaux numériques, dans l'espace public. Il s'agit d'éclairer en fait ces stratégies à partir d'une perspective intermédiaire pour les éclairer à partir d'un travail de contextualisation et d'historicisation. Et donc, là-dedans, le concept de puissance du faux est assez porteur, est assez fort. Et j'ai voulu en fait revenir aux origines donc, de ce concept-là. Aux origines en fait, ce concept apparaît dans l'œuvre de Gilles Deleuze. Alors, je vais diviser ma présentation en deux parties. On va faire un peu de Gilles Deleuze. Alors, j'ai pas mal de citations de Gilles Deleuze, assez je sais pas si d'aucuns connaissent Gilles Deleuze, mais c'est des fois assez difficile à lire. Mais bon, écoutez, on est vendredi, c'est bientôt la fin de semaine, mais j'ai sélectionné des belles citations, hein. C'est histoire de nous donner matière à penser. Et donc, à l'écran, vous avez aussi là, j'y reviendrai, dans ma conclusion, je reprendrai ces différentes images. Donc, c'est de l'IA, j'ai utilisé Dali, je lui ai demandé de m'halluciner le vrai et le faux. Et donc, j'ai eu comme ça quelques propositions. Je vous laisse les admirer encore quelques secondes, mais on va y revenir un peu plus loin. Donc, l'idée, c'est de voir quel est le potentiel heuristique de concept de puissance du faux pour aborder les logiques, les stratégies de tromperie de l'intelligence artificielle. Et donc, je vais décliner en m'appuyant sur le lexique de Deleuze, je vais décliner certaines figures, celle de l'imposteur, celle du fabulateur et celle du plagiaire. Bon, alors d'abord, Gilles Deleuze. Alors, je tenais, alors ça va peut-être des fois être un peu rébarbatif, mais je tenais vraiment à contextualiser ce concept de puissance du faux et j'espère que cette contextualisation va vous être utile sur le plan de la réflexion. Donc, le concept de puissance du faux, il apparaît dans les travaux de Deleuze qu'il consacre au cinéma, donc l'image-mouvement et l'image-temps, dans lequel en fait il élabore, on peut dire une classification de signes. Alors moi, ça me parle tout particulièrement, sémiologue hein, de formation, une classification de signes susceptible de rendre compte des spécificités en fait et des qualités de l'image-mouvement, l'image-temps, l'image cinématographique. Et donc, c'est une analyse qui est à la fois sémiotique, esthétique, philosophique, qui cherchait à se dégager en fait de l'emprise à l'époque des études cinématographiques dominées par les approches narratologiques. Donc, il s'agit là pour Deleuze et aussi, si on pense à ses travaux avec Guattari, de s'affranchir en quelque sorte d'une certaine forme de structuralisme qui s'appuyait sur la linguistique et ses outils pour analyser une quantité d'objets dont le cinéma. On peut penser aux travaux de Christian Mess, bien que Christian Mess cherchait à sortir aussi de cette emprise-là. Enfin bref, Deleuze, il nous explique que le cinéma n'est pas structuré comme un langage, donc contre Christian Mess,
Il nous dit que c'est une matière signalétique qui comporte des traits de modulation de toutes sortes sensorielles, kinésiques, intensifs, affectifs, rythmiques, tonales. Il nous parle d'une masse plastique, d'une matière asignifiante et asyntaxique. Ça a une certaine importance du point de vue des choses qu'on va voir tout de suite après. Alors, je vais commencer par une distinction qui va être un petit peu au cœur là, de mon explicitation du concept de puissance du faux. C'est une distinction oppositionnelle proposée par Deleuze dans ce qu'il appelle la narration véridique, qui prétend au vrai, et la narration falsifiante, qui abandonne cette prétention pour mieux en libérer les puissances du faux. Pour Deleuze, la narration véridique, c'est donc celle qui déploie un récit qui présuppose des enchaînements logiques entre les plans filmiques et des rapports de causalité qui lient des personnages, des objets à des situations qui sont clairement identifiables. Donc, il ne s'agit pas de penser là le dualisme vrai-faux du point de vue du régime de la fiction. Là, bon, je cite, j'aime beaucoup le théoricien Thomas Pavel. Je le cite parce que je sais que René, tu aimes beaucoup l'univers de Conan Doyle. Pour Thomas Pavel, la fiction déploie des mondes qui sont incomplets. On ne saura jamais combien d'enfants a eu Lady Macbeth. Inconsistant car les deux phrases suivantes sont toutes les deux vraies. Sherlock Holmes habitait Baker Street. Sherlock Holmes n'a jamais habité Baker Street. Et imaginaire enfin, car en cas de besoin d'un détective privé, nul ne cherchera les services de Sherlock Holmes. Je l'aime bien parce que cette citation, je l'utilise assez régulièrement. Mais pour Deleuze, il ne s'agit pas de parler de la fiction en termes de vrai-faux. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la tension entre le véridique et le falsifiant que je vais expliquer tout de suite. Donc, la narration véridique s'articule autour de ce que Deleuze nomme la forme du vrai, donc ce qui prétend à la vérité. Et ce qui prétend à la vérité respecte, selon Deleuze, certaines conditions de réalité d'un récit qui va être fondé sur, par exemple, un principe de causalité physique, morale, temporelle, chronologique, et qui développe un monde d'action au sein desquels s'activent des personnages animés par des désirs, des passions, des objectifs qui sont repérables, identifiables, compréhensibles, assignables. Selon la classification des signes, la classification sémiotique des images cinématographiques proposées par Deleuze, le mode de narration véridique découle directement de la composition organique des images mouvements, ce qu'il appelle montage, ou de leur spécification en image perception, image affection, image action, suivant les lois d'un schème sensorimoteur. Hein, je vous balance comme ça d'un coup plein de concepts que je vais préciser parce que c'est très dense conceptuellement. Deleuze entend par composition organique un montage qui suit une évolution linéaire qui est constituée par des liens logiques entre différents événements et actions présentés à l'écran. Alors, pour illustrer ce point, j'utilise un exemple que je présente souvent à mes étudiants quand je leur présente vaguement la sémiotique deleuzienne du cinéma, soit le film les Jaws de Steven Spielberg. Qui est vraiment une très belle illustration là, de cette scène, qui est une très belle illustration de la narration véridique. Donc vous avez à gauche le chef de police Brody, incarné par Roy Schneider, qui appâte le célèbre requin à bord d'un petit bateau de pêche lancé à sa poursuite, puis il est confronté, il le voit, hein, on le voit là paniquer, et il interpelle le capitaine là, à la fin, enfin dans l'image du dessous, avec cette célèbre phrase. Alors c'est pas "You gonna need a bigger boat", je crois que c'est "We gonna need a bigger boat". On va avoir besoin d'un plus grand bateau. C'est une phrase célèbre de la culture populaire. Alors si l'on suit la sémiotique deleuzienne, le spectatrice perçoit Brody, qui perçoit le requin. Donc, ce que Deleuze appelle l'image perception, c'est la condition de possibilité de toutes les autres classes d'images mouvement. Il est affecté par la peur et l'angoisse, l'image affection, donc généralement enregistrée au cinéma par le gros plan, hein, qui fige en quelque sorte l'affect sur le visage des protagonistes, avant de reculer, de prévenir le reste de l'équipage qui prend la mesure de l'ampleur de la menace. Donc Deleuze parle là d'une image action au cours de laquelle une action révèle une situation, c'est plutôt l'inverse, une situation, requin qui apparaît, révèle des actions qui vont conditionner de futures situations qui elles-mêmes vont révéler de futures actions. L'idée pour Deleuze, c'est que le passage de la perception à la situation, de la perception, pardon, de la situation à l'action, avec ce petit intervalle qui est celui de l'affection, c'est une seule unité de mouvement liée par des enchaînements
sensorimoteurs, qu'il appelle sensorimoteurs, qui sont captés par la caméra et qui sont restitués à l'écran après le montage. Donc tout au long de cette séquence, a priori, le spectateur est plongé dans le monde de l'action, où s'animent donc des personnages qui sont traversés par des sensations, qui agissent et réagissent à des situations. Et donc la narration véridique lui donne suffisamment de repères pour qu'il puisse reconstituer sans trop de difficulté cette unité de l'image-mouvement. Donc les schèmes sensorimoteurs dont nous parle Deleuze supposent des opérations logiques, des liens de causalité entre les images et respectent en fait les critères du vraisemblable. Ça va aussi son importance après dans la manière dont je vais l'utiliser pour parler de l'IA. Donc les critères du vraisemblable qui dessinent les contours de la forme du vrai. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la narration falsifiante. D'accord? Alors, avec la narration falsifiante, les choses commencent un petit peu à se compliquer. Les connexions logiques et les rapports de causalité entre les différentes images, elles cessent de fonctionner. Alors, Deleuze, il parle de rupture même du schème sensorimoteur. Alors, lui, il utilise un certain nombre de films. Moi, j'aurais pu utiliser, par exemple, le cinéma de David Lynch. Bon, là, moi, j'ai choisi un film que j'affectionne tout particulièrement, donc c'est The Tree of Life de Terrence Malick, qui est une belle illustration de cette narration falsifiante. Alors, pour illustrer, je triche un peu parce que c'est un montage, hein, mais je vais vous passer comme ça un extrait de, je ne sais pas si vous avez vu The Tree of Life, mais il y a des plans assez particuliers dans ce film-là. Alors, je cite Deleuze à l'égard de la narration falsifiante. C'est un peu long, mais je vais prendre mon temps. Voilà que les situations ne se prolongent plus en action-réaction par rapport à la narration véridique, conformément aux exigences de l'image-mouvement. Ce sont de pures situations optiques et sonores dans lesquelles le personnage ne sait comment répondre, des espaces désaffectés dans lesquels il cesse d'éprouver et d'agir pour entrer en fuite, en balade, en va-et-vient, vaguement indifférent à ce qui lui arrive, indécis sur ce qu'il faut faire. Mais il a gagné en voyance ce qu'il a perdu en action ou réaction, il voit, il écrit vraiment en capital, si bien que le problème du spectateur devient qu'est-ce qu'il y a à voir dans l'image. La situation ne se prolonge plus en action par l'intermédiaire des affections. Elle est coupée de tous ses prolongements. Elle ne vaut plus que par elle-même, ayant absorbé toutes ses intensités affectives, toutes ses extensions actives. Donc, Deleuze, il nous décrit là, à propos de la narration falsifiante, une sorte de monde en suspension, où émergent des signes purement visuels et sonores, ce qu'il va appeler à l'occasion des up-signes ou des son-signes, qui sont déconnectés des autres images-mouvements et à la lettre qui ne valent plus que pour elles-mêmes, qui deviennent autoréférentielles. Il ne s'agit plus d'images affection, d'images action, il s'agit d'images souvenirs, d'images rêves, d'images mentales. Donc, ce qui intéresse Deleuze, c'est vraiment la dimension virtuelle qui habite et qui hante l'image-perception et qui vient créer cette rupture dans les connexions logiques de la réalité, a priori, donc représentée à l'écran, au point où justement la distinction entre le vrai et le faux, le réel et l'imaginaire se brouillent et deviennent à la limite indiscernables. Donc, par exemple, dans Tree of Life, Tree of Life, si vous l'avez vu, vous vous rappelez, il y a des images de Big Bang, de supernova, de dinosaures qui viennent s'intercaler dans une histoire finalement assez banale de deuil familial qui se raconte donc dans une série de ruptures sensorimotrices entre la naissance de la vie, l'univers, les dinosaures, les humains et sa destruction sous plusieurs formes. Donc, je me rappelle quand je suis allé voir The Tree of Life de Terrence Malick, la moitié de la salle s'est vidée à partir du moment où on commence à apercevoir un dinosaure alors qu'on pensait plutôt voir un film avec Brad Pitt. Donc, très belle illustration, me semble-t-il, de la narration falsifiante. Alors, il donne un certain nombre de concepts que je trouve vraiment très pertinents pour aborder l'intelligence artificielle. Il propose de parler à l'égard donc de ces narrations falsifiantes, de voir donc des œuvres qui fabriquent des images cristal qui sont constituées de plusieurs facettes où le virtuel vient directement percuter l'image actuelle à l'écran. Donc on assiste à une coprésence du passé et du futur, un mélange d'espace, une hybridation d'espace-temps, où le souvenir d'un passé, par exemple, fini, révolu, s'accroche à l'image objective. Alors Deleuze, il a une fascination pour le cinéma d'Orson Welles, et a raison, hein. Il cite par exemple enfin, il cite Citizen Kane et F for Fake, je vais y revenir tout de suite après. Je lis la citation. Dans une séquence célèbre de Citizen Kane, la petite boule de verre se brise en tombant des mains du mourant, mais la neige
quel contenait semble venir vers nous par rafale pour ensemencer les milieux que nous allons découvrir. On ne sait pas d'avance si le germe virtuel Rosebud va s'actualiser parce qu'on ne sait pas d'avance si le milieu actuel a la virtualité correspondante. Quand même des très, très belles phrases. On sait que Rosebud, c'est le dernier mot prononcé par le protagoniste, là, Kane, Charles Kane, sur son lit de mort au début du film. Et on apprendra à la fin du film. Et même là, les significations sont assez... il y a une polysémie autour de ce terme-là. Mais on voit le nom de Rosebud sur la luge bien-aimée de l'enfance de Kane. Donc, beaucoup de critiques ont suggéré le fait que le mot Rosebud fait allusion à la dernière fois où Kane a vraiment été heureux. Bon. Donc, ce qui intéresse Deleuze, c'est cette situation trouble où le spectateur, spectatrice, tout comme les personnages en fait dans le film, ne sont plus capables d'identifier ce qui relève du souvenir, du présent, une forme d'hallucination en fait de la réalité qui entraîne une déstabilisation pour Deleuze de la forme du vrai. Et cette force déstabilisatrice que Deleuze cherche à analyser dans l'image cinématographique, et on sait que l'image cinématographique lui sert à élaborer une réflexion sur la pensée elle-même, hein. C'est tout c'est toute la force de l'analyse de Deleuze. Donc cette force déstabilisatrice, il propose de la qualifier de puissance du faux. C'est une puissance qui rend les choses incertaines et tend à confronter le spectateur, la spectatrice à une forme de dilemme représentationnel. Alors, il s'agit pas tant de le tromper et de le confondre, mais l'amener à réfléchir sur ce qui est réel, imaginaire, vrai ou faux. Alors, j'ai une citation très courte que je trouve très belle, mais qui est pas, je l'ai pas mis dans la slide. En élevant le faux à la puissance, la vie se libérait des apparences autant que de la vérité, ni vrai ni faux, alternative indécidable. Et alors, il s'intéresse, outre ces concepts, toujours plus tarabiscotés les uns que les autres, il s'adresse à une figure. Alors celle-là, moi, c'est à partir de cette figure que je me suis dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire avec la puissance du faux, c'est la figure du faussaire. Pour Deleuze, cette puissance, elle est transportée à la fois par le cinéaste, mais par les personnages qui s'enchaînent dans certains films. Donc ces personnages-là, c'est les personnages de faussaires qui portent en lui cette force de rendre les choses vraies ou fausses, de faire émerger l'impossible du possible. Alors, il s'intéresse par exemple, Deleuze, notamment, donc c'est dans le cinéma d'Orson Welles, à la figure du prestigitateur qui fait émerger l'impossible du possible, ou à l'hypnotiseur qui fait du passé quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai. Alors, il s'appuie donc sur le film F for Fake. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un genre de faux documentaire où Orson Welles veut raconter, qui se présente lui-même comme un prestidigitateur. Il veut raconter l'histoire des grands faussaires, comme par exemple Elmire de Hori, qui était un faussaire célèbre à l'international, puisqu'il a copié les œuvres de Picasso, de Matisse, de Modigliani. Il raconte aussi l'histoire de Clifford Irving, qui a écrit une biographie d'Howard Hughes, mais une biographie qui est falsifiée. Et le documentaire lui-même intègre dans les informations présentées des éléments qui sont faux, qui sont de l'ordre de la falsification. Et on sait que Orson Welles avait ce goût pour le faux. On se rappelle du fameux canular radiophonique au cours duquel Orson Welles avait fait croire à un public paniqué l'arrivée de Martiens sur Terre. Alors, je cite Deleuze, le faussaire devient le personnage même du cinéma. C'est plus le criminel, le cow-boy, l'homme psychosocial, le héros historique, le détenteur de pouvoir, comme dans l'image action, mais le faussaire pur et simple au détriment de toute action. Le faussaire pouvait exister naguère sous une forme déterminée, menteur ou traître, mais il prend maintenant une figure illimitée qui imprègne tout le film. Il fabrique l'image cristal, l'indiscernabilité du réel et de l'imaginaire. Il suscite donc les alternatives indécidables, les différences inexplicables entre le vrai et le faux, et par là même impose une puissance du faux. Alors, partant de... J'ai pris le temps, mais il m'apparaissait nécessaire là de présenter certains concepts en fait liés à la puissance du faux. Donc, partant de là, en quoi ça peut nous aider à penser, je dirais, la puissance du faux propre à l'intelligence artificielle. Quand on pense, par exemple, à la figure du faussaire, on pense immédiatement, et évidemment, tu nous en as très bien parlé, Gaëtan, au cas, par exemple, des deepfakes. Alors, j'ai pris juste une image d'un deepfake connu de quelqu'un
ce film et enfin, c'est assez bien fait. On a l'impression de voir s'animer Tom Cruise alors que ça n'est pas lui. Alors, je le dis rapidement, bon, tu nous as bien parlé, Gaëtan. Le- les deepfakes s'appuient plus seulement, mais s'appuyer, on va dire, généralement sur des modèles génératifs de type Generative Adversarial Network, qui étaient donc très populaires pour générer des images photoréalistes. Alors, la particularité de ces algorithmes, c'est qu'ils reposent sur une compétition entre deux réseaux de neurones. Le premier générateur fabrique un échantillon, tandis que le deuxième, qu'on qualifie à l'occasion de discriminateur, doit déterminer si ce qui a été produit provient du générateur ou non. Alors, je rappelle, et ça, Massimo Leone, qui avait fait une présentation il y a quelques années dans le cadre des séminaires Arcane, avait rappelé ça, mais je tenais à le souligner de nouveau. Pour décrire leur modèle génératif, les concepteurs, notamment Ian Goodfellow, mobilisent à cet égard la métaphore du faussaire et de la police. Hein, le faussaire produit de la fausse monnaie, ça c'est donc le modèle génératif, et les enquêteurs, le modèle discriminant, tentent de détecter et d'authentifier le faux. Et à l'instar des faux monnayeurs et de la police, les deux réseaux en situation de compétition sont amenés à améliorer continuellement les techniques de production du faux et les moyens de sa détection. Alors, Massimo Leone, lui, il parle dans un article, je mettrai la référence, je la montrerai plus tard, il parle de faux absolu pour désigner la production numérique qui ne cesse pas de s'affranchir de toute forme de référentialité. Hein. On peut penser évidemment au pur simulacre de Baudrillard. Alors, moi, j'aimerais montrer que la puissance du faux, elle n'est pas forcément on n'a pas forcément besoin de la penser seulement du point de vue des deepfakes, mais on peut la penser du point de vue de ce qui fonde l'originalité de l'intelligence artificielle, à savoir tout simplement simuler une intelligence. Donc, alors là, je pense à ma première figure, là, la figure du faussaire imposteur, qui est moi celle qui vient d'emblée à l'esprit. Donc, elle dérive, hein, au fond, du projet de l'IA, ce que je disais. Daniel Handler a écrit un ouvrage que je trouve vraiment on en a déjà parlé, René, tu en avais déjà parlé, dans lequel il réfléchit au concept même d'intelligence. Hein. Et il nous dit que l'intelligence, c'est quelque chose qui est profondément mystérieux et énigmatique. Et il nous dit que l'intelligence, en fait, la manière de l'aborder, ça ne peut pas l'aborder comme quelque chose qui est pleinement constitué, un phénomène ou une fonction. C'est plutôt dans une manière d'apprécier, de juger, d'évaluer cette faculté bien particulière de l'esprit. Autrement dit, on dira qu'un agent, humain, animal ou machine, est intelligent en fonction de sa capacité justement à résoudre des problèmes, à surmonter des défis dans une situation particulière. Alors, ce qui est intéressant de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle a souvent été évaluée à partir de sa capacité à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, tout simplement un humain. Alors, je pense bien évidemment au test populaire de Turing, qui constitue donc une belle illustration de cette figure imposteur. Donc, si une personne n'est pas capable d'identifier que son interlocuteur est un ordinateur, bah, c'est qu'il a passé le test, tout simplement. Donc, l'exercice imaginé par Turing a une profonde influence, hein, dans le développement de l'IA et aussi dans l'imaginaire qui lui est associé, où en fait on ne cherche pas tant à mesurer l'intelligence dont est capable la machine, mais seulement la capacité à copier celle proprement humaine. Et cette capacité, j'insiste, est fondée là sur une imposture. Là, je m'appuie sur les analyses de Simone Natale, qui nous fera une présentation à la mi-octobre, et à mon avis reviendra sur sur ce cas particulier, je le cite, la question, explique Turing à ses lecteurs, n'est pas de savoir si les machines sont ou non capables de penser, il s'agit plutôt de savoir si nous croyons que les machines sont capables de penser. En d'autres termes, si nous sommes prêts à accepter le comportement des machines comme étant intelligent. Alors, je pense qu'il en parlera, mais on verra. Mais Simone Natali reprend les analyses de Michael Faraday, qui avait analysé en son temps le cas de spiritisme. Il avait montré que les esprits invoqués lors des séances de spiritisme n'existent que dans l'imagination des participants. De la même manière, il fait une sorte de parallèle que je trouve vraiment très intéressant. De la même manière, donc pour Simone Natale, la sophistication de l'IA, elle réside pas tant dans les circuits et les techniques de programmation que dans la façon dont les humains perçoivent les interactions avec les machines et y réagissent. Donc, en d'autres termes, alors c'est de manière un peu provocatrice, hein, pour Simone Natale, ce sont les utilisateurs
et non les ordinateurs qui fabriquent l'intelligence artificielle. Et le test de Turing, c'est une stratégie en fait de manipulation, de diversion, qui vise moins à développer une machine intelligente que faire croire aux personnes que les machines sont donc capables de penser. Alors là, j'en profite, je fais un petit rappel que cette figure de l'IA imposteur, bah finalement, avec René, Jean-Marc, on a travaillé là-dessus. Déjà, on a eu l'occasion de présenter le fruit de nos recherches au colloque H2PTM. On avait justement pensé les différentes caractéristiques de la magicalité de l'IA. Quand on parle de une technologie comme étant magique parce que elle est ultra sophistiquée, on ne comprend pas le truc, on ne comprend pas comment ça fonctionne. On avait proposé comme ça différentes caractéristiques techniques spectaculaires et de l'ordre de la tromperie qui participent à une forme de suspension de l'incrédulité. Je sais que je parle à une machine, mais quand même, tout est fait en sorte pour que je l'anthropomorphise. Il y a des scénarios particuliers qui activent les machines, elles portent un nom, etc. Et puis, j'avais proposé cette formule un peu provocatrice qui avait soulevé moult débats et discussions. Je voulais même initialement faire toute ma présentation autour de cette proposition, mais non, j'ai laissé tomber. Donc cette idée de suspension de la suspension de l'incrédulité, c'est-à-dire le moment où on ne sait plus qu'on parle à une machine. Enfin, on est confronté à un brouillage du cadre pragmatique d'entrée en communication avec la machine. On avait donné quelques exemples où la machine, justement, bah, elle passe littéralement le test de Turing. Alors, il me reste 5 minutes, mais c'est pas grave, je pense que je vais tenir mon temps. Alors, la deuxième figure, alors celle-là dont on parle, on ne cesse pas d'en parler dans les couloirs universitaires, les professeurs paniqués, justement du cas de l'IA générative plagiaire, hein, celle qui est utilisée par, a priori non, mais celle qui est utilisée par les étudiants et étudiantes pour fabriquer des faux, pour faire croire en réalité que c'est elles et eux qui ont fabriqué le document, alors qu'en fait, elles ont utilisé une machine qui l'a fait à leur place. Alors là, ça revient un petit peu à ce dont tu parlais, Gaëtan. Donc, on est confronté à un... Bon, alors, du test de Turing, on était avec une IA assez rudimentaire, qu'on pourrait dire participant au paradigme de l'IA symbolique. Là, on est plutôt paradigme connexionniste, où l'IA est entraînée à apprendre par elle-même. Je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus, donc je passe là-dessus. Donc, une IA qui réutilise des fragments de données qu'elle a aspiré des données évidemment massives, comme tu l'as très bien dit Gaëtan, lors de son entraînement. Et elle réassemble en quelque sorte ces fragments de manière suffisamment proche de leur source, qui peut être donc perçue comme du plagiat. Et on a effectivement des cas majeurs, que ce soit dans la réutilisation du contenu qui est a priori protégé, le fait de créer du contenu qui est textuellement ou visuellement très proche des sources originales. La machine n'a pas forcément la capacité de savoir, enfin ne sait pas d'où est-ce qu'elle prend les données, à qui appartient les données. Ça pose tout un tas de problèmes du point de vue des droits d'auteur, dans la manière d'attribuer en fait les idées, les phrases, les concepts à leur source originale. Ça pose tout un tas de problèmes éthiques et légaux, et évidemment c'est de ça dont on parle beaucoup. Et je trouve que cette idée de figure de plagiaire est très intéressante. Donc c'est une puissance du faux qui déstabilise la forme du vrai. Et puis, celle qui anime aussi actuellement les esprits, bah, c'est le cas particulier de l'IA qui fabule. Ma troisième figure qui est l'IA fabulatrice. Donc, les hallucinations d'IA, ce qu'on dit à propos de ces hallucinations, c'est que c'est des erreurs qui relèvent notamment donc, des modèles d'IA, qui génèrent en fait tout simplement des informations, des énoncés qui sont faux et inexacts, tout en les présentant comme factuels et corrects, hein. Il y a une certaine aplomb dans la part de l'intelligence artificielle qui va me donner des réponses qui en fait sont complètement fausses, hein. Euh, Dans la mesure où de toute façon l'IA ne comprend pas, comprend pas le contenu qu'elle produit. Alors, bon, j'ai pris ce cas qui est extrêmement connu, un avocat qui s'est servi de ChatGPT pour rédiger un argumentaire juridique. Donc, ChatGPT a inventé en fait tout un tas d'antécédents juridiques qui n'existaient pas. Donc, c'est une sorte d'affaire fictive et des décisions de justice imaginaires pour faire valoir justement un cas particulier. Et l'avocat, en quelque sorte, a fait confiance
à cette IA qui a fini en quelque sorte par délirer le monde, tout simplement. Donc, des modèles d'IA qui peuvent créer des récits ou des images qui mélangent, en fait, des éléments réels et fictifs, qui brouillent, en fait, la frontière entre la vérité et le mensonge. Et donc, ça rejoint évidemment le concept de puissance du faux, dans la mesure où le faux devient, en fait, productif. Il crée de nouvelles formes de réalité. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant de penser du point de vue de la post-vérité. Alors, comme à mon habitude, j'ai toujours trop de choses à dire. J'en viens à ma conclusion. Je vais faire un petit retour à Deleuze et je vous propose encore ces très jolies images. Euh, donc, Deleuze, en s'appuyant sur l'image mouvement, il veut montrer en fait que la puissance du faux, elle est créatrice de vérité. À l'instar de l'image cristal, en fait, la puissance du faux, elle esquisse en fait des lignes de fuite vers, bon, concept deleuzien par excellence aussi, deleuzo-guattarien, vers de nouvelles perspectives, des nouvelles manières de voir, de comprendre, multiplication de points de vue, qui révèlent de nouveaux aspects de la réalité. C'est particulièrement vrai, je trouve, par exemple, dans Tree of Life. Autrement dit, à un certain degré de puissance, le faux devient même créateur de la vérité. Alors là, évidemment, moi j'étais dans le domaine de l'art, du cinéma notamment, où on voit que la puissance du faux est une forme de manipulation consentie qui cherche moins à cacher la vérité qu'à la révéler autrement à travers donc des fragments, une multiplication de perspectives contenues dans des images rêveries, des fantasmes, des souvenirs. Mais alors là, c'est juste pour ouvrir la discussion. Qu'en est-il dans le monde ordinaire, on va dire, dans le monde de la science déjà, mais dans le monde ordinaire, dans le monde quotidien, où la vérité, elle est censée s'exprimer dans des propositions qui se réfèrent à la réalité ou cherchent à la dénoter, quand donc des faussaires artificiels, non contents de se faire passer pour des humains imposteurs ou de copier leur création plagiaire, finissent par délirer, purement simplement, un monde factuellement faux pour finir par décrire une réalité alternée. Donc, l'idée, moi, ce que je retiens un peu de tout ça, c'est qu'on en arrive à un point tout à fait inédit. L'IA qui fabule est, du point de vue de l'humain, qu'il utilise une IA qui prétend au vrai et qui finalement énonce une vérité devenue elle-même une puissance du faux. Écoutez, je terminerai juste, ça m'est venu là, par une belle phrase de Baudrillard qui, lui, avait aussi le sens de la formulation. Bienvenue dans le désert du réel. Merci de votre écoute. Ah oui, les citations sont ici, je les transférerai à Gabriel. Oui. Un grand merci, Fabien, pour cette présentation absolument remarquable. Où tu viens combiner des pensées, des réflexions qu'on fait depuis 4 ans et même bien antérieures à ça, Jean-Marc et moi, quand on était sur les projets, on a commencé par discuter de la question de la magie dans d'autres projets et puis où on a discuté, toi et moi, Fabien, depuis 2012, 2013, des puissances du faux, hein, finalement, qui nous avaient interpellés beaucoup à l'époque et avec ces liens avec la fiction. Donc, très, très belle présentation qui fait rebondir toutes sortes de choses. Donc, au niveau de la figure du faussaire et du plagiaire, qui est la figure littéraire par excellence aussi, qui nous amène justement dans des cas très, très récents de la campagne présidentielle américaine qu'on suit probablement tous avec beaucoup d'intérêt, où on a commencé à voir l'IA s'installer dans les discours, hein. Par exemple, donc Trump qui dit non, d'abord Taylor Swift, donc elle me soutient, et puis là il y a plein de deepfakes à l'appui de ça, où on voit dans des vrais concerts de Taylor Swift apparaître des images avec des pancartes de Trump, fait à partir de documents réels et puis de manipulation de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, à l'inverse de ça, donc Trump, alors là, je perds mon fil de l'exemple là, qu'on a travaillé récemment. Mais Oui, enfin, oui, c'est ça. Donc Trump oui. qui va prétendre que les foules de Kamala Harris sont des images générées par intelligence artificielle. Et là, on est en plein dans la figure du dividende du menteur que Chesney et Citron ont énoncé, on sait en 2019. Donc, une figure du dividende du menteur. C'est-à-dire que quand on est dans cet espace que tu viens de nous décrire,
on peut parfaitement affirmer, comme Trump l'a fait, qu'une image est générée par intelligence artificielle. Donc, le menteur utilise ce type de rhétorique, en fait, pour inverser complètement et mélanger encore plus les frontières de la fiction. Et on regarde dans la campagne électorale, il va y avoir des études qui vont sortir de ça, à quel point ces images qu'on annonçait qui viendraient se nourrir du discours politique, par exemple Elon Musk, et puis on sait l'argent qui se trouve derrière, qui publie à tour de bras des deepfakes. Je voyais un article récemment où il y a, je ne sais pas, des centaines de deepfakes actuellement qui sont colportés dans les réseaux, comme on sait depuis 2016, ciblés dans les réseaux très, très particuliers, hein, dans les niches particulières, pour énoncer toutes sortes de mensonges qui sont soutenus par des images qui sont tout à fait crédibles. Alors, on se retrouve dans le moment présent, au cœur d'une campagne électorale où les images dont tu nous parles, que la figure du faussaire est profondément ancrée dans la culture politique. On parle des États-Unis présentement, mais de plusieurs autres pays. Alors, je voulais juste mentionner ça. C'est un sujet d'intérêt. Autre chose, tout ce que tu nous parles au niveau de Turing, hein, qui avait annoncé, on le sait, comme le film Le jeu de l'imitation. Et quand on lit le texte original de 1950, ce qui est intéressant, c'est que Turing déjà nous dit, il ne s'agit pas d'intelligence, il s'agit de l'apparence de l'intelligence, l'apparence de la conscience, l'apparence de... Et puis, on le retrouve encore une fois dans les discours où on le sait, de la technoscience à propos de l'immortalité numérique et tout ça, là, on va un peu dans le... Mais qui est repris vraiment par ceux qui font les grands bons de l'intelligence artificielle actuellement. Alors, pour moi, c'est assez fascinant, c'est cette fameuse figure du simulacre qui nous hante, Jean-Marc et moi, depuis un bon moment dans toutes les recherches antérieures qu'on a fait et que tu ramènes dans ta présentation. Donc, je voudrais vraiment te remercier pour la richesse de cette réflexion. Merci, merci. Il y a Samuel qui veut parler, ensuite Serge qui va commenter. Donc, Samuel, Oui, merci Fabien pour cette présentation. Alors, de façon assez courte, moi, ça m'a fait penser à deux choses. Euh, Dans le rapport entre, on va dire, le vrai et quelque chose qui amène à la rêverie, moi, ça m'a fait penser au passage à l'abstraction de certains peintres. Comment Hmm, certains peintres passent du figuratif à l'abstraction. ouais. Et sur ces questions-là, il y a une étude qui a été faite par Boulez Ok. qui s'appelle La limite du pays fertile, où il fait une analyse de Paul Klee. Je vais D'accord. mettre ça je vais mettre ça Merci, dans le merci. comment, dans le chat. Et donc, qui peut-être pourrait t'éclairer ou te stimuler sur ces questions-là. Ouais. Donc, plus globalement, donc là, au niveau de l'image, hein, vraiment, Ah oui. comment certains créateurs passent à l'abstraction. Et ce qui est intéressant chez Boulez, c'est que cette limite du pays fertile, il la met aussi en parallèle avec l'usage de l'informatique dans la création musicale, en disant qu'il y a un moment, il y a une limite du pays fertile. C'est que à quel moment les machines ne sont plus fertiles pour pour la créativité. Donc, dans le bouquin dont j'ai mis les références, peut-être là, tu trouveras quelques pistes intéressantes. L'autre piste, j'ai mis le lien juste avant. Dans Gallica, tu as les 22 cours de Deleuze sur le faussaire, vérité et temps. Ah, Donc, excellent. j'ai vu que tes références étaient dans le bouquin de Deleuze. Ça peut être intéressant Ouais. aussi d'écouter ça. Arme-toi de patience. 22 heures, 22 cours, ça fait 44 heures à peu près de conférences de Deleuze. Mais pour les fans, dont je fais partie, Ouais, ouais, c'est toujours un plaisir. c'est très stimulant. Mais Euh, c'est en- pas 22 heures sur le. C'est 22. Il parle Il de y la a figure. 22 cours, il y a 22 séances Ah de ouais, cours. et dedans, il y a Il la y a figure du 22 séances faussaire. de Ok. cours et chaque séance de cours dure à peu près 2 heures. Donc, Ok. voilà, donc à peu près, hein, j'ai fait un calcul rapide.
Si tu es un peu patient, on va voir comment les choses se déroulent, mais je devrais travailler avec le Data Lab et Gallica pour pouvoir faire des transcriptions automatiques de ces cours de Deleuze et Ok. du coup faire du TAL sur l'ensemble des cours, des outils de découverte, etc. de ces cours-là. Bon, mais ça, c'est dans l'année qui vient. Et D'accord. ces outils de découverte automatique et qui utilisent l'IA, de grands corpus comme ça, ne remplacent pas une connaissance fine et, on va dire, séquentielle d'un corpus. Donc, Mm. je t'encourage à passer les C'est bon. 40 prochaines heures de ta vie à écouter Ah ouais, Deleuze en boucle. je sais quoi En tout écouter en cas, vrac. merci. Merci beaucoup pour ce que tu nous as présenté. C'était Merci. hyper intéressant. Merci. 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 Alors, Serge, Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. D'abord, merci infiniment, c'était passionnant. Merci à toi, Fabien. Merci beaucoup également à Gaëtan. Alors, ce que tu nous dis, Fabien, c'est que l'IA génératif fabule en tenant pour vrai des informations qui sont factuellement fausses. Mais est-ce que, en fait, l'enjeu d'une IA générative, c'est de dire le vrai? On Mm. pouvait faire l'expérience suivante avec la version 3.5 de GPT, donc sur ChatGPT. Il faudrait la refaire avec GPT-4. Donc, si on tapait le prompt, un café et un sandwich coûtent 11 euros. Le sandwich coûte 10 euros de plus que le café. Combien coûte le café? Et ChatGPT répondait 1 euro. 11 moins 10 égale 1 euro. Ce qui est une réponse fausse. Mais même Ouais. si c'est erroné, en fait, c'est une prédiction qui est correcte. Parce que plus de 9 personnes sur 10 répondraient 1 euro. Ouais. Et on met maintenant le prompt suivant. Un café et un sandwich coûtent 11 euros. Le sandwich coûte 10 euros de plus que le café. Combien coûte le café? Réponds comme un professeur de mathématiques répondrait à ses élèves. Et là, il te fait la démonstration. Il te dit le café coûte 50 centimes. Et le sandwich, 10,50 euros. 10 euros de plus, 10,50 euros plus 50 centimes, ça fait 11 euros. Donc, ce qu'on voit bien là, c'est que l'enjeu de ChatGPT, c'est pas du tout de donner une information vraie, mais de prédire ce que la grande majorité des humains diraient à cette question-là. Sauf si on fait du roleplay et on lui donne un rôle, à ce moment-là, effectivement, il donne la réponse qui est exacte. Alors ma question, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler d'hallucination machinique? Je suis un petit peu gêné, moi, avec l'expression, en fait. Ouais. Si l'IA générative n'est pas du tout censée dire le vrai. Alors évidemment, tu vas me dire, le problème, c'est que ce que dit ChatGPT, c'est présenté comme étant vrai et que les utilisateurs pensent que c'est vrai. Mais en fait, c'est pas du tout un enjeu pour ChatGPT de donner une information vraie. C'est de faire une prédiction correcte, de prédire un texte, de prédire la suite du texte. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors, déjà, merci beaucoup. J'ai noté effectivement, est-ce que l'IA vraiment est chargée de dire la vérité? Bon, le terme d'hallucination fait polémique. Ça, c'est le premier point. Dans la mesure où l'hallucination, le délire ou quoi, c'est déjà être pris dans un processus d'anthropomorphisation du fonctionnement machinique. Donc, il y a déjà une distorsion problématique dans la manière d'utiliser ce terme. Et je trouve ça assez intéressant. Et deuxième point, effectivement, je serais amené à préciser en fait l'usage de l'utilisateur, l'usage prévu de l'utilisateur qui prévoit avec l'IA. Lorsque des étudiants et étudiantes posent un certain nombre de questions à l'IA, ils font confiance que l'IA va a priori produire une information qui est exacte. Alors moi, effectivement, je suis parti de manière plus générale, genre, l'IA prétend vrai. Non, elle prétend vrai du point de vue des yeux d'utilisateur. Donc ça, je pense que c'est une précision qui est intéressante. Et après, c'est un point sur lequel j'ai été confronté, alors je n'avais pas le temps d'en parler dans la présentation. Je ne sais même pas si j'ai commencé à esquisser, c'est pour ça que j'arrive pas tellement à terminer mon chapitre. C'est le rapport entre effectivement alors, la prétention à la vérité dans la science, en fait. Deleuze s'appuie beaucoup sur le pragmatiste et sémioticien Peirce, qui est vraiment celui qui a montré que la science, elle est en fait faillible.
elle est volontairement en fait, elle développe une prétention à la vérité, mais en même temps, la vérité dépend de propositions qui, à un moment donné, pourront être, c'est le principe de la science, quoi, pourront être contestées, pourront être améliorées. Donc, l'idée, c'est que le savoir est éminemment précaire. Et ça, c'est un point que je trouve assez intéressant parce que si le savoir est précaire du côté de la science, il est aussi précaire du point de vue des prédictions formulées par l'IA. Sauf que c'est ça. Du coup, je me dis finalement la prétention à la vérité de la science, est-ce que c'est exactement la même prétention à la vérité que celle de l'IA générative? Or, toi, tu dis que justement, elle ne prétend pas la vérité, mais en même temps, c'est que l'IA est développée par les sciences qui Tu vois, c'est que je suis pris en fait soit je suis dans le domaine artistique, et là effectivement quand tu es dans le média génératif dont parlait Gaëtan, c'est peut-être un peu moins, ça pour des problèmes de droit d'auteur, mais c'est peut-être moins problématique parce qu'on est dans le domaine de la création, et là l'IA va faire des collages absolument des fois aberrants. Mais quand on est dans le domaine, je dirais, de l'énonciation d'un fait, donc dans la factualité, et quand on sait que notre savoir est faillible et précaire, et qu'en plus, il y a le problème, post-vérité oblige, de précarité de nos processus d'authentification, de savoir qu'à la rigueur, il n'y a même plus de vérité. Hein, C'est pour ça que je voulais terminer par le bullshit, faire un lien avec Trump, le bullshit et l'IA générative. Alors là, du coup, ça me force un petit peu à travailler mes distinctions, mes figures de faussaires. Et l'un des moyens, du coup, je lance comme ça, l'un des moyens que je voulais me servir, c'est en fait d'évaluer la puissance du faux de l'intelligence artificielle du point de vue de son développement, notamment du passage du paradigme symbolique au paradigme connexionniste. Parce que le paradigme symbolique présuppose, hein, si on pense au système expert, une logique de formalisation des connaissances rentrée par un opérateur qui va nourrir une base de données, et l'IA va, sur cette base-là, une IA rudimentaire, va produire un certain nombre de réponses sur la base justement de la constitution et la sophistication de cette base de données. Mais l'IA, là, est soumise à un principe d'explicabilité, ce qui n'est pas le cas avec l'IA connexionniste qui fonctionne plutôt sur des systèmes de réseau où tout le travail justement consiste à élaborer un bon réseau pour favoriser une IA qui est capable d'apprendre par elle-même dans des situations assez connues en fonction des neurones, hein, des neurones cachés. Là, certains techniciens expliquent qu'en fait, ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Eux, ils vont interpréter, enfin, ils vont plutôt travailler au niveau de l'architecture même du réseau. Alors, j'aime bien en fait cette rupture dans le principe d'explicabilité qui me ramène en même temps et puis j'ai pas envie de vous fatiguer avec ça, mais qui me ramène en même temps aussi à cette rupture dans le schème sensorimoteur dont parle Deleuze. Ça pour dire que ma réponse n'est pas claire du tout, mais je pense que ton commentaire m'oblige vraiment à situer, je dirais, le domaine à partir duquel je formule mon point de vue, mes figures de... Alors le domaine et aussi les usages. Parce que moi, pense quand même, si on se place dans les chaussures d'un utilisatrice qui pose une question pour avoir une réponse, donc qui ordonne hein, à la machine de lui répondre, il présuppose, c'est une logique de confiance, que la machine prétend au vrai, mais qu'elle peut se tromper. C'est pour ça qu'on ne cesse pas de lui dire qu'elle peut se tromper. Mais peut-être, comme tu le dis, en même temps, du point de vue des scientifiques, elle ne prétend pas au vrai. Elle prétend à produire une prédiction qui est la plus juste possible. C'est intéressant parce que c'est aussi au niveau des points de vue que... Et même, je termine là-dessus, dans ma lecture de Deleuze, j'étais confronté aussi à une difficulté entre narration véridique, narration falsifiante. On voit bien que c'est du point de vue du cinéaste, et tout d'un coup, la figure du faussaire, c'est du point de vue des protagonistes eux-mêmes. Mais est-ce que les figures du faussaire, est-ce qu'on peut les retrouver aussi dans les narrations véridiques, ou c'est ceux qui font basculer le véridique au falsifiant? Donc même là, il y a un travail de... Il faut que je situe un peu plus, je pense, enfin, j'arrête. Mais merci beaucoup, Serge. J'ai envie de commenter en parlant des discussions récentes qu'on a eues avec Bruno Bachimon, en fait, qui nous parlait du fait que c'est le récepteur qui crée les effets de sens dans tout ça. Je pense que c'est ça qui est important. D'un point de vue, justement, scientifique, tu as bien raison, Serge, de dire que c'est une machine prédictive et donc, à partir de quoi elle prédit? Bien, elle prédit à partir de données d'entraînement qui lui montrent un certain nombre d'opinions qu'un certain nombre de personnes ont. Donc, elle va restituer cette connaissance. J'ai presque envie de parler de la doxa
hein, de la doxa de Socrate, là, l'opinion qui devient dominante dans ce qui est restitué. Et puis, je ne peux m'empêcher de faire cette connexion avec les propos de Khaldun la semaine dernière, hein, super intéressant, qui nous confronte, nous, les chercheurs, les enseignants, à cette question de comment on peut adresser cette question de la vérité. Donc, on le sait, les étudiants eux-mêmes vont consulter constamment ChatGPT, n'ont pas nécessairement le bagage de lecture qu'un chercheur peut avoir pour être capable de dire, mais ça a de l'allure ou ça, c'est une hallucination. Hein? Les critères de compréhension ne sont pas là chez un jeune étudiant et on voit toute la problématique qui se pose, à savoir comment on va gérer ça, ce rapport à la vérité, comment on peut expliquer, comme tu le disais, Serge, que effectivement, ChatGPT, ce n'est qu'une machine prédictive à partir d'un certain nombre d'informations qu'on lui donne, mais l'usager, lui, ne le comprend pas nécessairement ou ne le perçoit pas de cette façon. Il le perçoit comme une vérité. Parce que souvent, c'est si bien formulé, hein, il y a toutes les marques de la vérité, les marques de l'imposture bien faites, finalement, ce sont des marques qui font croire que ça pourrait être une vraie réponse. On va citer, parfois les citations sont elles-mêmes des hallucinations, comme on le sait, des auteurs qui n'existent pas, etc. Mais il y a cette prétention très forte où on sent les marques sémiotiques, en fait, d'un discours du vrai. Alors, et donc, le problème, justement, se pose à comment former des gens, en premier lieu nos étudiants, à avoir cet esprit critique nécessaire et même nous-mêmes, on peut s'y prendre, on peut s'y tromper finalement. Alors aussi, j'en profite peut-être pour rappeler que beaucoup des points que tu as discutés sont dans l'ouvrage hein, qu'on vient de sortir, Jean-Marc et moi. En fait, il est noté 2023, mais on était un petit peu en retard. On l'a fini ce printemps, qui s'appelle Tromper, Deceiving, où il y a beaucoup d'articles qui vont brasser toutes ces questions dont tu parles et dont, notamment, dans l'introduction que Jean-Marc et moi, on a repris le concept de puissance du faux. Moi, je l'utilise depuis des années, ce concept, mais justement parce que le texte fondateur de Deleuze m'avait beaucoup impressionné avec cette figure du faussaire qui est à l'intérieur et de relire ce texte qui est écrit quand même en 1985. C'est extrêmement intéressant de voir comment on peut le projeter dans l'espace contemporain, comme tu l'as fait aussi. Exactement. Alors, c'est assez fascinant parce qu'on sait très bien que Deleuze, en 1985, n'avait pas l'intelligence artificielle sa vision. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, peut-être aussi, je pourrais passer peut-être à une question pour Gaëtan. Hein, dans notre dernière demi-heure, on passe entre les deux. Gaëtan, tu ne nous as pas beaucoup parlé du jeu de la réputation, donc cette expérience que tu as fait en atelier avec des étudiants que j'avais lu dans ta thèse hein, quand je t'ai rencontré et puis que j'avais trouvé assez fascinant en regard de notre thème de recherche. Pourrais-tu nous en parler un petit peu? Donc, en quoi consistait ce jeu de la réputation? Comment tu l'as travaillé dans des ateliers avec des étudiants? Oui, tout à fait. Merci au passage, hein, Fabien, pour la présentation. J'ai beaucoup apprécié le triptyque, effectivement, sur les puissances du faux. J'en avais besoin aussi voilà, de déplier. Et merci, tu l'as fait. Et ça ouvre, voilà, ça ouvre une voie. Euh, euh, donc, le jeu de la réfutation. euh, c'est un jeu qui est apparu dans le projet Critical Climate Machine que nous avons conçu en fait avec une étudiante pour répondre à un besoin précis qui était de structurer des débats euh, autour des informations sur l'information, le climat, en tentant pour tenter de réfuter les fausses nouvelles. Donc, c'est un jeu à la fois pédagogique, mais c'est aussi un jeu support de production de dialogue. Donc, la finalité avait été de réaliser des dialogues qui ont été ensuite enregistrés, qui étaient partie prenante pour une œuvre sonore.
Mais le jeu a finalement gagné en importance dans ce travail. Et donc, il se constitue de 70 cartes, donc partagées en deux ensembles principaux, donc des fausses nouvelles et des réfutations systématiques fondées dans une base de données de connaissances critiques sur les sciences du climat. Donc, le principe est le suivant, c'est que les joueurs, tour à tour, sont des informateurs ou défenseurs du climat. En fait, l'ensemble de la table de jeu va délibérer et doit produire un consensus sur la valeur des arguments qui se succèdent. Donc c'est un jeu délibératif dans un certain sens voilà qui permet collectivement de poser enfin qui tente d'une certaine façon de former pour mieux faire face à la désinformation, quoi. Et alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais c'est un des impacts, un des résultats importants du projet Critical Climate Machine. Et ce jeu a été appelé dans les lieux de l'université par la pédagogie, par les enseignants eux-mêmes, qui ont vu dans ce support un moyen de construire en fait des classes sur les médias, sur la désinformation, sur le climat. Au-delà même de l'université, des associations donc, de la société civile ont été aussi intéressées par le jeu. Donc voilà, il y a moi, ce que j'ai appris dans cette expérience et grâce à ce jeu, c'est que en effet, le monde académique et non académique a besoin en fait d'un matériel pour transmettre des savoirs, des connaissances et des façons aussi d'agir dans le milieu médiatique actuel, quoi. Voilà. Alors, il y a des questions un petit peu plus larges que moi, j'aborde pas dans l'article, mais qui sont des perspectives de recherche qui touchent à la perception de la désinformation. Comment, par exemple, un tel support, donc le jeu de la réfutation, entraîne véritablement chez les joueurs un nouveau positionnement quand celle-ci ou celui-ci fait face à un cas de fausse nouvelle. Quand elle est exposée à une fausse nouvelle. Donc ça, c'est des études qui sont envisagées, mais voilà, ça reste un terrain à explorer. Et à vrai dire, euh, comment dire, étudier la façon dont des projets artistiques tels que celui-là, en fait, impactent véritablement la façon dont on perçoit la désinformation, eh bien, manque, il n'y en a pas, en fait. Et c'était ouais, une des perspectives, encore une fois, apportées par ce travail. Mais voilà, le jeu de la réfutation est documenté et expliqué dans un article, dans le numéro trompé, effectivement, de la revue Intermédialité. Voilà. Oui, on a choisi effectivement dans ce dossier, donc on a piloté, Jean-Marc et moi, l'œuvre de Gaëtan qui est présentée dans le dossier artiste, en fait, qui va avec ce projet. Donc, moi, quand j'avais lu la thèse de Gaëtan, j'avais été effectivement extrêmement intéressée à ça. Et puis, je vous réfère à la thèse de Gaëtan aussi comme support pour en apprendre davantage sur cette création qu'il avait fait. Et puis, ces ateliers aussi animés, hein, c'est ça qui est intéressant avec des groupes d'étudiants. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires donc pour Fabien, Moi, je voulais juste dire un mot, je pense, mais c'est très court, c'est pour revenir à ta présentation aussi, Gaëtan. Euh, l'idée sur laquelle tu t'appuies d'authenticité algorithmique, bon, de toute façon, tu vas nous partager les références, mais moi, je pense que je pourrais vraiment l'utiliser pour parler de de la fabulation des IA, quoi. Je reviens encore à cette idée de prétention vraie, mais on s'appuie maintenant sur
les algorithmes eux-mêmes pour savoir si c'est comme ça que je l'ai interprété, hein, ce qu'ils produisent est authentique ou non. C'est les algorithmes qui produisent des choses authentiques, mais authentiquement fausses. Alors, il y a peut-être un petit paradoxe là que je vais aller creuser. Merci en tout cas beaucoup, Gaëtan, pour la référence. Ça me plaît énormément. Voilà, Euh, c'est tout ce que j'ai. oui. Je réagis, Fabien, à ce que tu dis. Euh, je pensais quand tu présentais aussi les travaux d'Alan Turing. Donc c'est un texte évidemment. Le test de Turing vient en fait d'un texte sur l'intelligence des machines. Donc qui paraît dans une revue de psychologie en fait. Il faut aussi le resituer. Ah, c'est vrai, ça. Il y a peut-être quelque chose, enfin, qu'il faut préciser, c'est que le test de Turing, c'est le point de départ dans ce texte pour que l'auteur, donc Turing, enfin, pour entraîner un raisonnement, finalement, qui va l'amener jusqu'à inventer en fait le principe de l'apprentissage comme Hmm, façon de programmer. c'est vrai. Donc c'est important de resituer finalement le cheminement dans ce texte pour Turing qui est celui-là, et dont la finalité n'est pas le test de Turing, mais finalement c'est quelque chose qui le fait arriver autre part. Et je voulais savoir si tu connaissais, et c'est peut-être une perspective, une étude qu'on pourrait travailler ensemble, est-ce que tu connais la chambre chinoise? Mhm. Euh, Oui, sûr. oui, oui. Voilà, c'est aussi une expérience de pensée beaucoup plus récente, mais qui s'inscrit je pense, dans la suite Ouais. de l'expérience de pensée de Turing. Et je vois peu de travaux sur ce texte. Je me demande pourquoi. Souvent, bien sûr, on parle de Turing, c'est une évidence. Mais j'aimerais beaucoup creuser voilà, la chambre chinoise donc de John Searle donc qui date de 80, de 1980. Voilà, voilà, c'est une proposition ouverte pour Très se bonne lancer suggestion. sur ce texte. Tout à fait, Très bonne. qui pose en plein la question du sens, justement. Comment une personne peut générer un texte avec beaucoup de sens en chinois et ne même pas comprendre un mot de chinois. Et c'était ça l'argument de Searle, hein, qui est effectivement intéressant. Il y a Lovelace, Ada Lovelace, hein, cette femme qui a été au cœur de l'histoire de l'informatique aussi, qui a posé également d'autres commentaires extrêmement intéressants qui sont à fouiller aussi, que Lev Manovich fait dans un tout récent texte portant sur l'intelligence artificielle, hein, qu'on peut trouver en ligne ou sur son site. Donc, ces références à Lovelace qui reviennent de plus en plus en plus. Et je vais dire autre chose avant de passer la parole à Jean-Marc, parce que notre temps file. J'ai bien aimé justement cette référence au faussaire qui est au cœur du GAN, c'est-à-dire les Generative Adversarial Network. Au cœur, donc, c'est Yann Goodfellow, je pense, qui a dit, c'est ce jeu du faussaire et de l'expert, en fait, hein, c'est ça. Il y a un faussaire qui est l'encodeur, le générateur. Et puis, il y a le discriminateur qui se trouve être dans le rôle de l'expert. Et c'est ce jeu d'essayer de trouver le faux, d'une certaine façon, dans l'image, qui est au cœur même de la génération des images d'intelligence artificielle. C'est aussi assez fascinant, ça. Ils ont nommé, qu'ils ont parlé donc du faussaire et de l'expert comme mécanisme au cœur finalement de l'IA générative. Oui, Jean-Marc, Ah, ton son oui. n'a pas de son, oui. Ton son, Jean-Marc. Merci, merci pour vos deux présentations très, très complémentaires, hein, et qui sont très éclairantes. Bon, écoutez, c'est des pensées comme ça, mais on y reviendra durant le séminaire, la suite du séminaire. Euh, Peut-être revenir, moi je suis d'accord, hein, avec ton idée de suspension de l'incrédulité. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à fouiller là, qui évidemment nous permet de faire le pont aussi avec, avec la littérature, avec les arts, sortir de l'IA tel quel, ou en tout cas faire le lien avec l'IA dans d'autres champs. Et en fait, j'avais en tête ce sur quoi moi je travaille, donc des données vraies ou avérées pour créer du faux qui permettent de vivre des expériences véritables. Mm. Vous voyez, c'est quand même c'est complexe,
Et ça présente aussi tout le défi de définir le vrai du faux, ou de distinguer le vrai du faux, qui sont plus des dynamiques en fait qu'autre chose, hein, et qui s'entremêlent. Et puis, il y a peut-être une notion sur laquelle moi je reviendrai quand on discutera à d'autres occasions, c'est qu'en intermédialité, on parle de médiation transitive et de médiation intransitive. Donc, des médiations qui renvoient à elles-mêmes et des médiations qui renvoient à autre chose, donc où il y a un système de référentialité, disons. Et moi, je pense que en tout cas, je suggère ça, que toutes ces questions qu'on a sur le vrai et le faux ne s'appliquent en fait que dans le champ de la référentialité, pas ailleurs, mais qui n'est qu'un aspect des médiations, peut-être même un aspect minoritaire des médiations. Voilà. Alors, je lance ça comme ça, puis on en discutera. Mais oui, En terminant, tu as fait référence, par exemple, à Thomas Pavel, hein. Si je me rappelle, c'est l'univers de la fiction, la tradition. l'univers de la Donc, fiction. Thomas Pavel, ça fait quand même un certain temps, là, c'est Ouais. même 1997 ou 18. 1988, 1988, Oui, oui, encore plus ancien. Puis ça, c'est lui qui a posé justement la question de la vérité dans la fiction. Parce qu'il partait des travaux de Russell, hein, qui définissaient, par exemple, l'adresse de Sherlock Holmes. Ben, c'est faux. L'adresse 225B n'existe pas. Sauf que dans l'univers de la fiction, ça existe et c'est un vrai. Parce que dans l'univers de la fiction, alors c'est Thomas Pavel justement qui a tout travaillé cette question pour différencier la question de la vérité telle que posée en philosophie logique, hein, philosophie du langage avec Russell, et ce que Pavel en a fait lorsqu'il a observé la question de la fiction. En passant, je suis allée voir le beau musée Sherlock Holmes l'année dernière Ah ouais. dans que tu as montré. Et puis, j'ai trouvé ça très drôle parce que, en fait, c'est 225B, je pense, dans la fiction. Et puis, ils l'ont fait au 221B. Ah, Alors, quand je regardais les informations, ils disaient, ben, en réalité, ça existe. ouais. Ça existe. On ne peut pas dire que c'est faux puisque ça existe, mais c'est l'adresse du musée. Alors, c'est assez intéressant, ce jeu du vrai et du faux dans l'adresse à Londres du musée Sherlock Holmes. Ils ont Ouais, joué. et j'ajouterais juste par rapport à ce que tu as dit, Jean-Marc, effectivement, la question du système de référentialité, il est absolument fondamental. Et d'ailleurs, même, je le pensais comme ça en imaginant mon faussaire fabulateur d'IA. Le cas particulier de personnes qui fabriquent leur agent conversationnel, c'est de plus en plus marketé comme ça du côté des GAFAM, et qui ultimement finit par se créer ou peut finir par se créer son propre système référentiel du point de vue de son expérience authentique avec la machine, et au cours desquels il y a peut-être des échanges d'informations qui sont fausses, mais qui sont plus vraies que celles qui seraient données par on va dire des systèmes d'autorité authentifiés, du fait justement de l'importance de ce système de référentialité qui émerge au fur et à mesure des interactions entre un utilisateur et la machine. Ça, c'est un point, moi, qui me fascine. Et on en avait un peu parlé dans notre dernier article, je crois, mais ça, c'est quelque chose qui me fascine tout particulièrement, quoi. Et comment la fabulation finit par ne plus être ne plus être considérée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un délire, quoi. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler les fois prochaines, je pense. Alors, écoutez, on va devoir terminer, bien sûr, le séminaire. C'est absolument passionnant. Merci beaucoup pour vos deux interventions, Gaëtan, Fabien. Vraiment, encore une fois, je pense qu'on met bien la table pour la suite du séminaire. Puis, je vous rappelle simplement en terminant, donc, les références qui ont été données par nos invités vont être mises sur le site. Donc, vous allez pouvoir chercher. Puis même, on a un petit outil de recherche qu'on a mis là, conférence de Gaëtan Robillard ou de Fabien Richer. Vous allez les trouver tout de suite. Et puis, dans ce qu'on est en train de faire, l'éditorialisation au fur et à mesure, toutes ces références vont être là. Puis, Gabriel, je te dis justement que tous les articles qu'on a cités, qui sont tout à fait récents, celui qu'on a fait pour H2 PTM, en Tunisie aussi, en 2022, tout ça pourrait être référencé du côté de Fabien de façon très, très intéressante. Et puis, C'est Gaëtan, ça déjà dans le Zotero. parfait, super. Alors, et Gaëtan, donc, même chose pour ta conférence où ce serait intéressant qu'on ait ton article récent de SIGGRAPH, que tu aies toutes tes références à toi, là, même y compris peut-être ta thèse de doctorat, hein, qui touche à toutes ces questions. Donc, Gabriel Bien va sûr.
avec vous. Et donc, j'aimerais remercier vraiment tout le monde. C'était des échanges passionnants, encore une fois. Et puis, on se retrouve avec Serge, en fait, la semaine prochaine déjà, hein, Serge, ça va vite. Donc, une séance qui va porter sur la littérature, le thème général, et je vais intervenir avec Serge également. Donc, voilà. Donc, je vous invite tous et en passant, invitez vos étudiants aussi, hein. Je le dis toujours, ça peut être vraiment intéressant pour vous-même d'inscrire dans vos cours une des séances du séminaire quand ça peut intéresser vos étudiants. N'hésitez pas à passer le lien. C'est public, c'est un café, notre séminaire. Merci beaucoup. Merci, hein. Merci beaucoup. À Bon bientôt. week-end. Merci. Merci. Merci à tous. Bonne fin de journée.